Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On fait comme d'habitude l'exercice de revue des positions en cours. Le compte ce matin est légèrement en repli, notamment à cause de la UDNZD qui, de toute façon, malgré la réduction des leviers hier, parce que je l'ai quand même bien senti venir cette saloperie, le NZD donc évidemment se renforce avec une inflation supérieure aux attentes, assez supérieure. On attendait 0,7, c'est 0,9 qui est tombé. Donc c'est assez logique, on va dire, en termes de logique de prix. Donc NZD qui retrace en tout cas ses derniers mouvements baissiers et l'AUD donc qui ne suit pas malgré les minutes de la Banque centrale. On en parlera juste après. On va d'abord faire les cryptos pour ceux qui ne sont intéressés que par ça. Et on va donc aller voir ce qu'il se passe. Donc d'un point de vue Bitcoin, donc la journée d'hier qui est venue dire bonjour et tutoyer ce niveau des 7005 ne tient pas la clôture, d'accord, mais attention qu'on soit bien d'accord, en termes de volatilité, on a donc exprimé autant de volatilité à la baisse, à la hausse cette fois, en termes de clôture. Par contre, en termes de prix atteint, c'est une toute autre histoire. Là, si on avait atteint la même zone, tout le monde aurait pleuré tout le monde aurait crié à la mort du Bitcoin en disant ça y est, ça casse 5008. Bon, au final, ça casse 7005 et tout le monde me sort ça fait pchit, ça marchera jamais. Et oh, il faut quoi? Enfin, si vous, on a réussi à atteindre des niveaux, d'accord, déjà d'une qu'on n'a pas vu depuis plusieurs mois. Enfin depuis plus d'un mois. Et secondo, si on atteint ces niveaux, ça montre qu'il n'y a plus personne pour bloquer les résistances. Et c'est déjà bon signe. Maintenant, on ne tient pas les clôtures, et ça, c'est pas effectivement une très très bonne nouvelle, mais ça n'est pas une mauvaise nouvelle non plus. Et je répète encore une fois l'argument d'hier, parce que c'est celui qui me semble être le plus parlant. Je vais aller le chercher, voilà, hop. Par rapport à l'analyse, donc comparaison par rapport à 2014, en 2014, rendez-vous bien compte qu'à l'époque, on avait fait à peu près un truc similaire, à savoir une belle mèche haute qui avait débordé les premiers niveaux techniques. D'accord ? C'est-à-dire notre équivalent point 10, là, ça, et ça, c'est la même chose. Pour casser ce niveau, on avait fait quoi à l'époque ? On avait fait, hop, bougie avec une mèche haute. Bon, là, on avait quand même réussi à tenir une clôture assez positive. On ne la tient pas aujourd'hui, mais en soi, est-ce que c'est réellement grave ? Regardez, en termes de structure de prix, moi, ça me semble franchement pas dégueu, hein. C'est-à-dire que là, en l'état, d'accord. Alors pardon, je vous dis des bêtises en plus. Attendez, en termes de cycle, on avait dit quoi là? Que je me perde pas dans les niveaux. La compression ici, elle commence en mars. Pourquoi j'ai plus les commentaires? Bon, on va recharger, hein, ça va être plus facile. Comme ça, j'aurai les chiffres. Hein. C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai plus mes textes là? Bon. C'est pas grave. Bon, enfin bref, de toute façon, l'objectif pour moi, c'est d'aller casser ce sommet-là. C'est ici que je commencerai éventuellement à prendre des bénéfices sur la partie Bitcoin. Donc là, j'attends de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Tout m'invite à penser que ce petit cycle faible, on va lui mettre une bonne clacasse. Et j'aurais aimé en fait qu'on déclenche un breakout haussier. Ça, typiquement, c'est le type de bougie qui ne fera qu'on n'en déclenche pas. C'est-à-dire que là, il va falloir remonter jusque-là, et c'est seulement en cassant ça qu'on pourra éventuellement déclencher un breakout haussier. J'ai toutes les raisons de penser qu'on va y aller, mais tout doucement. Mais genre vraiment tout doucement, qu'il va nous falloir encore plusieurs semaines pour réussir à venir réatteindre le niveau qu'on a coté hier sur la bougie haussière. Donc maintenant que le marché digère, déjà d'une, il faut tenir compte de plusieurs choses. Oui, il y a une grosse mèche haute, certes. Il y a également une bougie qui clôture en hausse au-dessus d'un support. C'est-à-dire qu'ici, on était au milieu du range, d'accord, on voyait bien la médiane du range, on a clôturé franchement en dessous et on a tenté la cassure du triangle, passe pas. On revient et on tient une clôture au-dessus de l'apex du triangle. C'est plutôt bon signe. Aujourd'hui, ça va être une journée importante. On va probablement ne rien faire aujourd'hui et, vous voyez, petit à petit, je pense, à horizon les prochains jours, essayer de se rediriger plus vers la résistance. Maintenant qu'on a eu la volatilité dans les deux sens, voilà. L'argument est de dire... On a tapé dans les deux sens. C'était l'objectif. Je vous rappelle qu'en fait, la stratégie était de dire qu'après la compression, on allait retrouver une phase de demande, c'est-à-dire une phase où on va demander des prix à la fois à l'achat et à la vente dans une faible liquidité, c'est-à-dire qu'on va retrouver de la volatilité de façon très naturelle, et tout simplement, après la compression, viendra une phase d'expansion de la volatilité. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Et il y avait une autre chose, dans le suivi du scénario, il fallait que la volatilité haussière s'exprime plus que la volatilité baissière. Ben voilà, pour moi,
toutes ces cases, elles sont cochées. Donc c'est bon signe, et j'invite le marché, je vous invite pardon, à rester calme pour ceux qui ont pris des buy and hold. Pour l'instant, ça se passe comme prévu. Quand ça se passe comme prévu, il n'y a pas de raison de stresser. Si vous stressez alors même que ça se passe comme prévu, mais pas exactement comme vous aviez prévu, ça, c'est quand même compliqué. Il faut laisser une certaine marge de manœuvre au marché. Pour moi, pour l'instant, je ne vois aucune raison de flipper. Même si effectivement il y a une grosse mèche haute, c'est pas mauvais signe. Au contraire, je trouve que c'est plutôt un bon signe. Mais maintenant, il va falloir laisser au marché le temps. Voilà. Tout ce que vous connaissiez par le passé, la volatilité et puis la poursuite dans des tendances folles, c'est pas pour tout de suite, clairement pas. Là, la volatilité reste basse, mais on va voir des pics de volatilité et ensuite, normalement, dès qu'on va installer des creux et sommets ascendants, petit à petit, le sentiment haussier va se réinstaller et le sentiment de tendance, c'est-à-dire que quand un mouvement se déclenche, les gens le suivent, va revenir, mais pas maintenant, vraiment pas maintenant. Si on suit le schéma de 2014, le temps qui a été mis pour faire la compression, c'est-à-dire de là à là, de juillet à mi-octobre, on va mettre le même temps pour arriver à la cassure des 8005. À la cassure des 10 000. Donc autant vous dire, c'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas avant janvier 2019. Et ça laisse du temps les gars, donc soyez patients. Si vous n'avez aucune patience, ça ne marchera pas. Et soyez bien conscient que dans un scénario buy and hold, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir cette patience. Voilà, pour la partie Ether et la partie Ripple et la partie tout le monde, en fait, c'est un petit peu pareil. Je nuance juste ce propos du point de vue altcoin, c'est-à-dire que si je prends globalement les capis altcoin, là par contre c'est cool, cycle haussier, momentum haussier, normalement il y a tout ce qu'il faut, mais par contre ici on n'a rien cassé du tout, c'est-à-dire que là on n'a pas du tout cassé la moindre résistance, donc j'attendrai de voir si les autres altcoins suivent, c'est-à-dire que là pour l'instant ça a touché particulièrement Bitcoin, Ethereum, Ripple, mais c'est un peu tout ce qui ça a touché, voilà. Donc on va voir si ça poursuit dans les prochains jours, mais si ça c'est bien la formation d'un creux, et j'ai toutes les raisons de penser que c'est le cas, dans ce cas-là, c'est la première fois que nous avons une structure avec des creux ascendants et des sommets qui le sont également. C'est-à-dire que là on a fait un sommet, je veux voir la validation de ce sommet ascendant pour là vraiment mettre fin à la tendance baissière. Dans une tendance baissière, on ne fait pas ce genre de truc. Donc, si on fait ça, c'est vraiment cette fois la validation qui arrivera. Mais attention, encore une fois, c'est pas to the moon et on n'arrivera pas en ligne droite vers les résistances qu'on avait cotées en mai et des trucs comme ça. Tout ça, ce sera vraiment pour plus tard. Voilà. Alors donc d'un point de vue global sur le portefeuille, donc la UDNZD évidemment se replie. Je pense qu'on va commencer par ça parce que c'est on va dire c'est le truc du jour. Donc voilà, hier soir a priori par là ça clôturait tout en bas. Je commençais à le sentir venir. Donc de toute façon moi par là dès qu'on a enfoncé ça, je vous ai dit je sors 25% des expositions sur le NZD, ce qui fait que je reste quand même exposé. Donc à UDNZD les moins 0,5 ce matin ils me font pas du bien sur le compte, ça c'est clair et net et je le cache pas. Mais attention, c'est pas non plus le trou béant, voilà, c'est juste le compte ce matin, il perd 3% à cause de ces conneries, parce que j'ai quand même un levier 5 du coup maintenant sur la UDNZD, et quand vous faites 5 fois ça, c'est pas joli, voilà, donc c'est pas grave encore une fois, et de toute façon mes prix de revient sur la UDNZD ils sont là, donc il n'y a pas de souci, ça reste positif, et hier la prise qui a été faite, la prise de bénéfice. J'appelle pas ça une prise de bénéfice. Pour moi, bénéfice, c'est quand tu arrives sur un objectif. On va dire, voilà, j'ai limité mon risque, mais en gain. Voilà, donc c'est pas mal quand ça arrive comme ça. Généralement, c'est plutôt dans l'autre sens quand on doit gérer son risque. C'est souvent une perte à prendre. Donc là, c'était un gain. Malheureusement, évidemment, la UDNZD, je suis obligé de réduire les leviers. Mais attention, c'est une réduction de levier simplement pour venir récupérer des prix plus attractifs. C'est-à-dire que là, qu'on se le dise bien, les prochains catalyseurs qu'on a du coup le 18 octobre, donc c'est quand le 18, c'est jeudi. Donc jeudi, de nouveaux catalyseurs pour la partie AUD, je crois, du coup, c'est AUD là. Voilà, pour la partie AUD, le chômage australien, je m'attends sans grande peine à ce que on bottom sur ce truc-là. Et dans ce cas-là, on aura bien fait donc les vagues de hausse, 2 vagues de hausse, 2 vagues de baisse assez distinctes, 2 vagues de hausse. Ça, malheureusement, c'était pas les 2 vagues de baisse. Pourtant, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire 1-2 ici et repartir haussier. Le marché en décide autrement, mais c'est parce qu'il y a un catalyseur. Et effectivement, le catalyseur est dans le sens. Si on avait eu par exemple une inflation conforme au consensus et une cassure du support, je me serais inquiété. Là, on a une inflation qui est quand même assez supérieure au consensus. Et évidemment, c'est assez normal, je pense, que le NZD retrace. Et en fait, on attend que l'AUD donne les mêmes signaux aussi. Les deux économies sont liées. C'est juste que là, le NZD donne le chiffre plus tôt. L'AUD, on s'attend à des choses positives également, mais on ne les a pas encore. Donc l'AUD traîne la patte par rapport au NZD, ce qui
déclenche ici la cassure du support. Mais je m'attends clairement à ce que la partie AUD donne aussi des signaux positifs au niveau du chômage ce jeudi. Et si c'est tel est le cas, le marché risque fort de se retourner, c'est-à-dire de faire un bottom ici, de revenir chercher la résistance. Dans ce cas-là, ce sera un signal très positif. Pour l'instant, il est impossible d'acheter un couteau qui tombe. Ça faisait partie du scénario, c'est-à-dire que je sortais du levier sur le NZD, tout simplement pour me réoffrir des achats en cas de signal acheteur. Pour l'instant, c'est survendu, mais la bougie n'est pas clôturée, donc on ne peut rien faire. On est sur un écart type 50 périodes, ce sont des prix très attractifs, mais si en même temps vous aviez vendu la UDNZD ici à l'époque, vous étiez bien dans la merde, vous bouffiez ça derrière. Donc la patience, je préfère, si vous voulez, racheter mon AUDNZD au prix où je l'ai sorti, que de l'acheter là agressivement, tout ça parce qu'on est sur de la volatilité à 50 périodes. On est bien sur des zones de cassure, ce qui fait que pour moi ici on ne doit pas être là. On ne doit vraiment pas être là, c'est des prix très attractifs pour les acheteurs et dans une tendance haussière, normalement les acheteurs, catalyseurs baissiers ou non, achètent les supports. Donc là on va voir ce qu'il en est. Déjà je veux avoir la clôture et une fois à la clôture je veux voir la réaction des prix, on va dire entre demain et après-demain. J'aimerais bien demain une bougie qui stabilise et puis après-demain une bougie qui tente de casser par le haut pour former une evening star. Et là, ce serait vraiment le scénario parfait. Vous voyez un peu ce genre de structure. Ça clôture en bas, hop, on fait une mèche, ça passe pas. Et le jour suivant, hop, gros catalyseur haussier. C'est vraiment ce que j'aimerais voir. Hein. Voilà, le marché qui stabilise et hop, derrière, on repart gentiment à la hausse. Et là, je remets le levier max. Hein. C'est-à-dire que là, derrière, je pars levier 7 ou 8 sur la UDNZD et les gains vont réempiler aussi vite dans ce marché. Mais pour l'instant, la réduction du risque me semble être obligatoire pour rester dans un money management viable. Évidemment, le NZD Yen retrace également, hein, mais là, c'est ce qui était anticipé. On avait dit le NZD Yen, une fois sur le support, triple contact. Il n'y a pas de raison que ça tienne. Par contre, on risque de ranger un peu d'accumuler pour avoir l'énergie suffisante pour se diriger au bottom. Attention, hein, on note les volumes qui sont assez conséquents quand même sur cette zone-là. Donc je pense, tout m'invite à penser que tout simplement c'est un range avant de réattaquer. Mais combien de temps ça va durer ? Vu qu'il y a quand même du volume exécuté, ça prouve qu'il y a de la demande sur ce troisième contact au support. Ce qui est assez surprenant en général, quand on teste 3 fois le même niveau. La dernière fois, il y a tellement plus de volume que ça retrace un peu et puis ça s'éclate. Donc attention en termes de gestion du risque sur la partie NZD Yen. Maintenant, j'attends toujours que notre pote le Yen se réveille un bon gros coup. Et là, très clairement, NZD Yen va se prendre une double patate avec le NZD qui reste de toute façon une devise baissière et le Yen qui, pour moi, reste une devise haussière. Donc NZD Yen, je ne vois pas de raison que cette tendance-là s'inverse. Je vois par contre beaucoup plus de raisons que cette tendance-là range avant d'accélérer. C'est-à-dire qu'ici, les lignes de tendance baissière, je m'attends à ce qu'on en sorte par le bas. C'est-à-dire que ces consolidations canal baissier, je m'attends à ce qu'on accélère là-dedans une fois que ces devises vont retrouver un peu de punch dans le sens de leurs tendances respectives. Voilà, donc on a commencé par la partie FX ce matin, alors autant continuer. GBP, ça trouve le support comme prévu, donc c'est parfait. Les renforts GBP ont été exécutés hier et ça se passe pas trop mal pour l'instant. C'est tout mou, enfin c'est mou, c'est plutôt mou, c'est-à-dire que cette structure consolidante est peut-être pas terminée, hein, ça c'est peut-être une vague A à laquelle suit tout simplement une vague B en retracement ici et on pourra avoir une vague C. Bref, pour l'instant, moi je reste plutôt haussier sur ce truc-là. En tout cas, les trades restent orientés à la hausse dans le sens du scénario à escompté. Sur l'euro-dollar, évidemment, c'est le merdier comme c'était prévu, c'est-à-dire que l'euro-dollar fait du bruit et ça, c'était prévu. Hein. Donc je dirais continuer à ranger dans cette partie basse de range ou venir franchir la médiane. Hein, mais je considère bien ça comme étant une zone de range et tant qu'on reste dans la partie inférieure, je m'attends à des zigzags. Voilà, des oscillations de prix assez bruyantes, neutraliser un peu le momentum avant de retrouver un sentiment un peu plus haussier. Donc l'euro-dollar, je dirais un peu le merdier dans le brouhaha actuel dans lequel on est. L'euro-yen, toujours dans ce cas-là, aucun intérêt puisqu'il n'arrive pas à trouver la dynamique qu'il lui faut. Attention quand même en cas de double signal acheteur. Hein, donc je rappelle quand même, j'avais réduit le levier considérablement sur l'euro-yen pour équilibrer tout ça, euro-yen, USD-yen. On va voir tout ça. Hein. Moi, ce que j'espère quand même, c'est qu'au bout d'un moment, après cette phase de range, on ait une grosse accélération baissière. Euro-yen, on verra tout ça. Ok. L'USD Yen, ça reste plus ou moins pareil, même chose, hein, on arrive sur des premières zones de support, donc il est quand même logique que les prix se calment. Maintenant, attention, je pense que ça vient tout simplement de la phase de
calme qui peut venir sur le yen également. Hein. On voit bien le yen, c'est propre, hein. C'est vraiment très très propre. Mais je pense qu'à terme, là, le yen, on peut quand même s'attendre à un petit pullback. Revenir tester en fait ces précédentes zones support là. Hein, je pense que ça, c'est franchement une zone où on va revenir dire bonjour à notre pote le yen. Donc je dirais ces prix-là m'intéressent sérieusement pour voir comment on réagit là-dessus en pullback. Mais je pense que le pullback va être assez long. Hein, voilà. C'est-à-dire le yen, pour moi, il reste tendu, il risque de consolider un peu. Et la prochaine vague, par contre, elle va être costaud. Et en attendant qu'ici, il n'y a pas de nécessité de freiner. Hein, qu'on se mette d'accord, le yen peut très bien continuer et s'amuser à enfiler résistance après résistance. Après toute cette connerie-là, tout ça, c'est du pricing de merde. Donc tout ça, ce n'était pas nécessaire. On peut très bien refaire la même dans l'autre sens. En tout cas, moi, je ne serais pas surpris de voir ça se mettre en place. Les 10 ans européens forment le support comme attendu, cassure du plus haut de la journée précédente. Donc on tend bien à favoriser la création du support. Attention, ça me paraît encore un peu immature pour renforcer fortement là-dessus. Donc je dirais à surveiller si on vient chercher des supports inférieurs ou si on vient déclencher les trades en breakout. Donc assure de cette résistance, je pense que ce sera suffisant. Hop, côté VIX, on s'en fout. Ah oui, mon trade contre tendance Russell. Bon, il s'en sort pour l'instant. Hein, il n'est pas figurant. Hein, d'accord, ça a été pris, un achat qui a été pris là. C'est pas génial, hein, mais ça y est, ça commence à donner enfin des petits sentiments de cycle acheteur. C'est assez marrant quand même, parce que vous voyez que tu achètes le Russell, le marché qui a été le plus survendu, qui est sur un support. Évidemment, lui, il enfonce le support. À côté de ça, tu prends le Nasdaq, le marché le plus suracheté du monde. Dès qu'il arrive sur les supports, lui, par contre, il s'arrête direct. Hein. Là, il n'y a pas de souci, c'est stop, terminé. Et lui, il n'a rien reperdu derrière, hein, le Nasdaq. Donc, on voit toujours cette dynamique stupide, complètement stupide, de pondération, c'est-à-dire que tout ce qui surperforme un peu le benchmark, on achète, même si c'est hors de prix et si c'est stupide. Par contre, bon, ce qui déleste un peu, on prend pas trop. C'est-à-dire que ce qui est vendu, on n'achète surtout pas en fait. Non, voilà, l'intérêt n'est vraiment pas de chercher des valeurs intéressantes, c'est juste de faire partie du train. Voilà, il faut en être, il faut suivre ce qui avance et être le plus près possible de la locomotive. C'est un énorme problème, hein, puisque encore une fois, quand la locomotive va droit dans le mur, plus vous vous mettez à l'avant du train, plus vous risquez de crever. Hein, donc qu'on soit bien d'accord, le risque est là. Hein, mais tout le monde veut être dans la cabine de pilotage, chercher les rocket modes et tout ce qui est acheté à mort, il faut être dedans. Bon, malheureusement, les portes sont fermées, hein, comme je vous dis. C'est-à-dire quand on va voir qu'on fonce dans le mur, ils vont tous vouloir repartir dans les zones refuge, l'arrière du train. Hein, prenez un peu je vous fais toujours des images, c'est plus facile de voir comme ça. Imaginez-vous que voilà, quand tout le monde va voir que le train est lancé à pleine vitesse et qu'on ne peut pas l'arrêter et qu'il fonce droit dans un rocher, le problème c'est que tout le monde va vouloir se tirer de la locomotive ou sauter du train en marche et ça va franchement pas faire du jeu, ça va pas être joli à voir. Mais voilà, hein, c'est comme toujours, c'est un mouvement de panique, tout le monde est content, mais quand tout va bien, et le problème c'est quand ça panique et que tout le monde est bloqué dans un endroit, les gens se piétinent, sautent du train, enfin voilà, donc c'est un peu n'importe quoi. Il faudra s'attendre à ce genre de n'importe quoi. Je vous dis, si Apple saute, je donne pas cher de la peau du Nasdaq. Nasdaq que je surveille, hein, voilà, les patterns sont bien des take profit. D'ailleurs, ah oui, soit dit en passant, j'ai reçu quelques mails et effectivement, je comprends les. Alors, il y en avait qui étaient là pour dire ah oui, chouette, quand est-ce que ça arrive, le Sine Wave 1.20, et d'autres qui disaient ouais, c'est bien, mais il faut pas trop changer parce que du coup, là, ce que tu montres en analyse. J'ai pas la même chose à la maison. Et effectivement, c'est très très vrai. J'aurais pas dû faire ça en fait. J'aurais pas dû faire l'analyse hier avec une version temporaire de l'indicateur. Donc je reviens aujourd'hui. Hein, on est dans ce que vous avez, hein, c'est-à-dire Sine Wave 1.19. Jusqu'à preuve du contraire, tant que je vous publierai pas la nouvelle version, je ne ferai pas d'analyse dessus. Hein, ce qui est quand même la moindre des choses. Et c'est vrai que c'est normal. Donc je prends en compte vos remarques. Elles sont totalement justifiées. Et évidemment, je vais appliquer de ce fait ces règles-là. Donc pour moi, Nasdaq, c'est bon. Hein, c'est plus ou moins mature. On a bien corrigé. Ce qu'il faut que là, si on veut se rattaquer au bottom, je vois aucune raison de ne pas le faire. Hein, donc pour moi, c'est propre, c'est mature, mais il faut que notre pote Apple se casse la gueule. Pour l'instant, voilà, elle tient. Tant qu'elle ne retourne pas au support, je n'ai pas de raison de flipper. Par contre, elle, je vous préviens, hein, elle revient là, je la cartouche. Et cette fois, je vais y aller comme il faut. Apple, je la cherche depuis un bon moment. Toute clôture sous les 212, pour moi, c'est terminé pour cette valeur. Hein. C'est derrière, c'est hop et rap, l'enfilade. Hein, donc, je veux une belle clôture en bas, sous cette zone 212. Quand ça revient clôturer par là, derrière, vous pouvez être certain qu'on va s'attaquer des gros gaps baissiers. Et ça ne va pas être joli.
Donc voilà, hein, d'un point de vue indiciel, malheureusement, j'ai envie de dire toujours le même bruit. Sur le DAX, le scénario que je vous ai partagé hier, hein, la possibilité de construire ce diamant, je suis toujours dans cette probabilité-là, à savoir que le doji qui a été escompté hier, qui a été imprimé en 2 heures là hier matin ou ce matin, ce matin à 9 heures, le gros doji là, cassure du plus bas et cassure du plus haut, avec une bougie plutôt baissière qui semble se mettre en place sur l'heure qui suit, sur les 2 heures qui suivent. Donc on va voir, hein, soit ça casse le plus haut et je pense que mon scénario n'est pas bon, soit tout simplement effectivement ici le DAX se replie en même temps que les indices américains cet après-midi, et en fait tout le monde se replie, mais le DAX ici en cas de signal acheteur sur cette oblique de support, je pense qu'il sera intéressant à acheter pour la phase finale donc de ce diamant potentiel qui pourrait se compléter. Hein, voilà. Donc là, le but, c'est qu'on ne réussisse pas à casser ce plus haut et que, par contre, ici, on ne casse pas le plus bas non plus. Dans ce cas-là, et sous ces conditions uniquement, je déclencherai le trade sur breakout, c'est-à-dire ici en cassure. Si le marché forme un bottom ici, je ne vais pas chercher à acheter agressivement, je vous le dis direct. Là, je ne vais vraiment pas chercher à faire ça. Par contre, ce que je vais chercher à faire, bon, en général, ça se produit proche du premier point d'origine, hein, c'est-à-dire proche des 515, 520, on va dire, vers cette zone support de long terme, hein, là, les 533. Donc c'est cette zone-là, cette structure-là, elle se produit sur une zone technique de long terme. Tout invite à penser qu'effectivement, il y a tout ce qu'il faut. Sinewave détecte que les cycles baissiers ont été beaucoup trop forts et il détecte carrément la potentialité de racheter directement ces cycles, c'est-à-dire de passer directement haussier. Ce que je comprends. Et ce que personnellement je serais prêt à faire, c'est-à-dire que quitte à acheter des indices, je préfère acheter ceux qui ont traîné la patte, quoi. Alors ils mettront du temps, hein, parce que vous avez bien compris la logique à Wall Street et la logique dans le marché actuellement, qui est de dire on pose le cerveau, hein, on réfléchit surtout pas à ce qui va se passer, et on fait et on suit et on alimente encore plus les tendances. Le problème c'est que au bout d'un moment, je pense qu'on est en fin de tendance et que dans des ranges, hein, donc des ranges qui précèdent des retournements de tendance. Il me semble qu'au bout d'un moment, ceux qui sont très bas dans les ranges et qui vont devoir rejoindre les hauts de range auront beaucoup plus de chemin à parcourir que ceux qui sont en train de se maintenir dans les parties hautes. Hein. Donc très clairement, pour moi, les marchés américains, mis à part revenir, se rapprocher un peu des retracements de leur sommet historique, je ne vois pas ce qu'ils vont pouvoir faire de plus, alors que le DAX, rien que se rapprocher de niveau de retracement de ces sommets historiques, ça donne un sacré potentiel. Hein. C'est-à-dire que si ça, c'est juste une correction, comme Wall Street vient de la faire en 5 jours, très clairement, pour moi, DAX, je pense qu'il peut faire un nouveau sommet historique. La différence, c'est que son nouveau sommet historique, il se trouve à 23%. Hein. Alors que, clairement, pour moi, S&P et compagnie, ils font 6-7% et basta, terminé. Hein. Ils ne pourront rien faire de plus, les Américains, même dans le cas d'un marché haussier. Donc vraiment faire très attention à ça. Je pense que c'est limité côté Wall Street, sauf si on s'enferme dans une bulle. Hein. Là, attention, il y a vraiment le risque de la bulle à Wall Street, mais je vous dis, ce serait la plus grosse bulle jamais vue depuis l'histoire globale des marchés, depuis que des choses s'échangent sur les places boursières. On n'aura jamais vu une bulle globalisée, c'est-à-dire tout le monde achète tout et n'importe quoi. On tire la valeur au max partout jusqu'à éclater complètement tout le système économique, hein, puisque là, une bulle globalisée, tout simplement, ça veut dire que la destruction de valeur associée derrière sera cataclysmique et aura des effets tellement dévastateurs que je pense que l'économie n'y survivra pas. Enfin, en tout cas, l'économie sous sa forme actuelle n'y survivra pas. Ça veut dire qu'on changera la forme du système financier. Maintenant, ça peut être pas nécessairement pour le pire. Donc bref, on est en train de construire cette structure de potentielle stabilisation sur ce niveau de support très intéressant. Maintenant, ça tient pas, je n'ai pas la réponse. Ça dépend clairement de Wall Street. Wall Street continue d'enfoncer, le DAX, il s'enfonce et il va chercher sous les 11 000. Il n'y a aucun problème à faire ça. C'est totalement possible. On est sur des structures de prix baissières qui laissent totalement la possibilité d'enfoncer les supports. On est sur des creux et sommets descendants. Je ne vois pas ce qui limite ce marché ici, si ce n'est les conneries de Wall Street. Si Wall Street ne parvient pas à se stabiliser ici, je ne vois pas de raison qui contre-indique une hausse du DAX. Maintenant, j'ai plutôt tendance à penser que pour moi, le risque il est toujours là à Wall Street et qu'ils ne vont pas se contenter de 5% de baisse, qu'on va probablement en enfiler 5 de plus au minimum et sur des Apple et compagnie, on va y aller comme il faut. Ça, c'est mon sentiment. Après, je peux me planter et comme d'habitude, on ne trade pas un sentiment, on ne trade que quand on voit les prix confirmer ce sentiment. Pour l'instant, Wall Street a bien baissé envers et contre tout le monde, hein, comme d'habitude. Il n'y avait que 2 gugus en France qui ont tenu leur vente et qui ont osé rester droits dans leurs bottes. Et c'est toujours les mêmes. Hein, voilà. Et évidemment, quand on a raison, le premier truc qu'on trouve à nous dire, c'est « Ah ouais, en même temps, tu vendais depuis là, là, là et là. » Ouais, bon, voilà.
Bref, vous connaissez la bonne vieille rancune des suiveurs de tendance quand ils se plantent. Ils n'acceptent même pas d'avoir tort. Hein, voilà. Je vous dis encore une fois, apprendre à avoir tort, c'est la base dans un marché. Et quand on se plante, on se plante. Et que surtout, quand quelqu'un d'autre a eu raison, on ne va pas chercher à critiquer, hein, encore moins. Voilà. Donc je ne vois pas l'intérêt toujours pareil de ces trucs-là, mais c'est pas grave. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire ce matin. Franchement, pas grand chose. Je pense qu'on a fait le tour. Allez, US Oil, si, on va regarder l'US Oil, ce qu'il nous fait. Est-ce que la structure de conso est finie? C'est pas inintéressant non plus. Hein. C'est-à-dire qu'un truc comme ça, si ça s'attaque à des cassures de support, ça pourrait être jouable. Ça pourrait être jouable pour essayer d'aller jouer les targets ici, là, dans ce cas-là. Hein, voilà, hop, 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 et on aura fini dans ce cas-là déjà la 4. C'est totalement possible. Hein. Je ne serais pas surpris, si vous voulez, d'une telle action de prix. Maintenant, bon, ça me paraît peut-être un peu précoce, mais ça, c'est un trade que je prendrais. Je tenterai un breakout, franchement, hein, 1 pour 1 minimum. C'est-à-dire là, ici, en cas de déclenchement baissier, hop, voilà. Hein, si ça enfile à Wall Street, je ne vois pas de raison que l'US Oil ne s'éclate pas la tronche. Venir chercher les stops là, hein, sur la zone de breakout. Je pense qu'ici, on n'ira pas plus bas que ça. Hein. C'est-à-dire venir chercher le niveau de validation. Donc là, on va dire un trade éventuel, un nouveau trade sur breakout. C'est-à-dire le deuxième, hein, le premier trade en breakout ici. Celui-là, par contre, encore moins de levier que le premier. Parce que là, deux breakouts de suite, généralement, moi, je ne suis pas très fan. Le deuxième a beaucoup moins de chances de fonctionner. Mais je dirais, voilà, un truc comme ça. Ici, on récupère son gain là assez vite pour être sûr de ne pas se le faire voler. Voilà, je dirais un truc comme ça, avec un stop loss au-dessus de la résistance et 1 pour 1. Voilà, ici, en déclenchement du breakout, on traite bien 1 pour 1, le ratio, et on récupère ses gains. Et surtout, on n'oublie pas de mettre un stop, parce que là, voilà. Je ne saurais pas trop vous dire. Je vais mettre une alerte, et je vais voir au moment venu si je le sens bien. C'est-à-dire, si quand ça vient attaquer ce bottom-là, hein, en 15 minutes, vous voyez des breakouts baissiers, des trucs comme ça, c'est intéressant. Le problème, c'est que quand je vois ça me plaît pas trop en général. Voilà. Donc je veux vraiment des belles clôtures là, il faut que ça attaque bien. Parce que le risque, c'est tout simplement que là, le marché vous prenne bien pour une grosse bille et il vous fait une consolidation étendue, c'est-à-dire il vient là, hop, et il remonte derrière, et il va venir ici vous chasser les stops. Donc c'est le problème du trade sur breakout. Maintenant, si vous voulez la jouer simple, si vous voulez la jouer sans risque, au lieu de faire ça, vous mettez effectivement un levier divisé par 2, c'est-à-dire vous mettez le trade en breakout ici. Ok, il était déjà sur un levier assez faible. Là, vous le divisez encore par 2 par rapport au levier qui était pris ici. Dans ce cas, vous foutez un stop là, il n'y a aucune chance que le marché remonte ici. Ça, c'est ce qu'on appelle... Il y en a beaucoup qui traitent breakout comme ça. Hein. Là, par contre, vous avez 95% de chance de venir chercher la target. Hein. C'est-à-dire que le prix, pour moi, il n'a aucune chance de revenir là-haut. Il a beaucoup plus de chances de revenir là, par contre. C'est-à-dire que, quitte à choisir... Mais par contre, là, vous risquez 2 pour 1. Par contre, attention, hein, voilà, le problème, il est là. Hein. Il y a énormément de chances que la target soit touchée et pas le stop. Par contre, il faut risquer 2 pour 1. Moi, j'aime pas trop faire ce type de breakout-là, mais il y a beaucoup de traders qui font ça. C'est leur métier, hein, chacun son métier, encore une fois. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais j'ai tendance à penser que voilà, on se dirige vers cette zone de range, c'est-à-dire là, on essaie d'installer de maintenir le milieu du range. Hein, d'accord, le milieu du range qui est là, hein, sur la zone de break, on essaie de maintenir et on va aller dire bonjour probablement au bottom de ce range. Maintenant, attention, il faut choper le momentum vendeur. Pour moi, il est prêt, hein, il est vraiment prêt. On est revenu chercher les trail lines de baisse, il y a tout ce qu'il faut, le double signal vendeur. Maintenant, voilà, est-ce qu'on y va vraiment? Je ne sais pas. À surveiller aujourd'hui, je pense. Allez, gold et silver, hein, voilà, comme d'hab, ça se maintient bien, ça c'est des bons marchés. Par contre, le exit me plaît pas trop. De toute façon, j'ai encaissé des gains hier, hein, un tout petit peu, 10%. Alors c'était misérable. Je pense que vu le exit, je vais y aller un peu plus fort. Je vais peut-être reprendre 15% aujourd'hui pour sortir 25%. Tout simplement, hein, parce que là on est bien sur une double validation, hein, exit, c'est validé, c'est exit. Pas beau, hein, c'est surtout qu'on est sur le haut de la zone technique. Donc j'aimerais bien voir le marché destroy cette zone, mais le problème c'est que voilà, hein, Wall Street, ils aimeraient bien voir le gold pullbacker, ça leur permettrait de trouver un second souffle sur les indices et de trouver un peu d'argent. Donc moi je préfère être franc, je vais y aller je vais y aller doucement. Parce que ça me paraît un peu dangereux. Donc je vais sortir probablement 25 aujourd'hui, enfin 15 de plus. J'ai pas vraiment envie de faire plus que ça parce que j'ai une vraie conviction haussière. Maintenant, c'est peut-être une erreur parce qu'en respect de la stratégie, normalement... alors le truc, c'est que normalement, je ne traite pas en 2 heures le gold. Hein. Normalement, le gold, c'est un scénario daily. Voilà, et en daily, vous voyez, on est sur la target, donc il y a quand même une gestion du risque à faire, mais ça reste une target de break haussier. Normalement, ça, on range un peu et puis on se l'enfonce, quoi. Donc, je vais prendre que 25%, mais parce que le signal 2 heures est inquiétant.
Voilà. Mais là, ici, on a tout, hein, normalement. Breakout, squeeze, c'est tout pour une tendance haussière qui va se poursuivre. Maintenant, est-ce qu'on ne va pas ranger un peu dans cette zone de prix? Je pense que c'est une possibilité. Donc, je préfère limiter mon risque. Voilà, donc US Oil, je pense une nouvelle prise de bénéfice à faire aujourd'hui de l'ordre de 15% supplémentaire pour une sortie de 25%. Mais attention, hein, je sors du cash, j'hésiterai pas à le remettre si ça remonte, qu'on soit bien d'accord. Je suis acheteur de ce marché, j'ai une forte conviction ici. Maintenant, le marché me donne enfin raison après des mois de merde à de consolidation. Je ne vais pas m'amuser à sortir mon levier, hein, ce serait complètement con. Ce n'est pas du tout le moment de faire ça. Je vais simplement limiter l'exposition, soit pour racheter sur des supports. En tout cas, là, je préfère attendre. Mais je pense que des petits pullbacks vers des zones de prix légèrement plus attractives sont envisageables. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais aller prendre vos questions. Alors, on regarde General Electric qui s'est remis moins 1,30 hier. Ok, bon, c'est pas grave, hein, moi j'ai quand même renforcé hier ici, hein, c'était le plan. C'est pas grave, hein, ça revient tester ces zones de support. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on ne revienne pas chercher ce bottom-là. Hein. Si on repasse là-dessous, là pour le coup c'est inquiétant. Je vais quand même mettre une alerte sur cette zone de prix-là. Celle-là, non, n'est plus nécessaire. Yes. Voilà. Donc ce qu'on va faire à la limite, c'est que je vais mettre une alerte invalidation plutôt que ça, je préfère. Comme ça au moins je m'y repère plus facilement. Hop. Donc ici, c'est plutôt une alerte invalidation. Pour la partie spéculative, si jamais on vient chercher par là, c'est pas très bon. Ça commence à devenir mauvais signe. Hop, voilà. Ok, alors oui, Nvidia, j'ai récupéré des gains partiels. Donc là, on arrive sur le bas du support, sur le bas de l'oblique. Et on a ici la zone target, donc même chose, hein, des petits profits récupérés. Attention, hein, Nvidia, je reste vendeur, il n'y a aucun problème. Tout comme Apple, elle a été vendue ici, celle-là. Mais là, je pense qu'on peut quand même commencer à stagner un peu. Par contre, elle, dès qu'elle vient ici, c'est doublement de la position. C'est je remets le cash, ici, hein, en cassure de cette zone-là, je remets le cash. Et je pense qu'on peut viser sans trop de problèmes le report du canal. C'est-à-dire notre beau canal, on le prend, hop. On lui dit bonjour comme ça. Hein, ça c'est, bon, les chartistes ont l'habitude de faire ça. C'est juste pour avoir une idée des targets. Et vous voyez, hop, au niveau de cassure, ça nous donne bien la zone support ici. Je pense qu'il faut difficilement viser plus bas que ça. Hein, attention, hein, je remets les choses dans leur contexte. Nvidia, c'est quand même à une grosse bubule. Hein. C'est-à-dire que ça, il faut faire très attention. Quand ça tombe, ça fait mal. Hein. Donc je m'attends à ce que ça continue et que ça continue en ligne droite. C'est-à-dire que celle-là, quand elle va tomber comme Apple. Maintenant, j'ai pris 25% sur le support. Voilà, 25%, c'est pas, ça veut dire qu'il reste 75. Hein. Voilà, il faut plutôt le voir comme ça. Ça veut juste dire j'encaisse un peu parce que si ça remonte, je vais me faire chasser à break-even et ben, autant avoir encaissé un petit gain. Quoi. Voilà, j'ai pris un risque, je veux payer mon risque, tout simplement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. C'est tout ce qui se passe donc en gestion portefeuille. Donc surveillance à UDNZD en amont des prochains catalyseurs après-demain. C'est un peu tout ce que j'ai à faire. Et là, toujours des ranges dans les devises dollars-euros. J'attends de voir le yen. Est-ce qu'il continue de se renforcer ou est-ce qu'il amorce un petit pullback? Ça dépendra de la volonté de Wall Street. Si Wall Street rattaque à la baisse immédiatement aujourd'hui, ça va être moche. Hein. On ne va pas y aller par 4 chemins. Je vais vous montrer d'un point de vue daily. Si vous regardez la structure du Nasdaq, hein, quand elle est comme ça, typiquement, la journée qui a clôturé en baisse hier, ça veut dire qu'il y a des stops là. Soit le marché va aller les chasser, hein, tout simplement, soit le marché vient dégommer ça, soit le marché repart à la baisse et revient chasser le bottom. Si on revient chasser le bottom, je vous dis, le risque, c'est qu'on enfile jusque-là en ligne droite et sur le Nasdaq, ça fait un bon moins 15. Hein. Donc ne soyez pas surpris si le Nasdaq aujourd'hui se remet à faire un moins 4, moins 5. On enfilera moins 5 à nouveau la journée suivante, hein, c'est sûr. Et encore une fois, pourquoi on devrait venir visiter cette zone-là? Tout simplement parce que si ça, c'est bien un sommet majeur, comme je pense que c'est le cas, comment on casse un sentiment acheteur? Vous les voyez là, vous leur dites « Ah, mais oui, achetez mes petits, achetez, la tendance est haussière, achetez vos trendline à la con. » Et par contre, oubliez complètement le fait que ça, c'était une alerte énormissime et que vous auriez dû effectivement prendre vos profits ici et arrêter d'acheter cette tendance qui est carrément en fin de cycle et carrément à bout de souffle. Et normalement, ici, on doit trouver donc un très faible support acheteur. Et il se passe quoi normalement? Si vous voulez marquer la fin d'un sentiment acheteur, c'est pas la Bollinger de court terme que vous achetez.
C'est celle-là. C'est-à-dire que là, où est-ce qu'on se rachète à Wall Street? Bam, ici. C'est là, je pense qu'il faut se racheter et il faut marquer ça. C'est-à-dire il faut venir péter ce support-là, faire juste un plus bas. On vient juste plus bas que ça, hop, et c'est terminé. Et derrière, on refait le dead cat bounce et après on installe le bear market. Attention, hein, je l'ai dit, le Nasdaq, on fait ça et après c'est ça qui attend. Hein. Ça va remonter très très vite et après on installe la phase de crack. Et c'est là effectivement que le marché est baissier, c'est là que tout le monde dit « Oh mon Dieu, ça y est, c'est le bear market ». Ici, c'est juste, ils vont pas le voir venir et ils vont se prendre une quenelle d'anthologie. C'est ça le principe du crack. C'est que là, personne ne le voit venir. Tous les boules vont vous sortir la même connerie, j'en suis certain. C'est ça, voilà, hop, la trendline, évidemment, on va la démonter, cette trendline. C'est quasiment et certain. Je vois aucune raison de ne pas le faire. Donc, pour moi, on y va. Il n'y a pas trop de risque là-dessus. La question, c'est juste, on doit venir enfler d'abord tous les stops pour marquer les esprits. Le principe, c'est de dire, OK, la fête est finie et maintenant, c'est game over. Par contre, il y a bien un stop sur le sommet historique. Pour moi, là, si le marché remonte chercher le sommet historique, il est hors de question de rester vendeur dans ce type de marché. C'est complètement fou. Si le marché là, arrive à se reprendre jusqu'à la zone des stop-loss, moi, là, je suis bouche bée. Rien n'est impossible avec Wall Street, mais franchement, à ce stade de maturité des tendances, avec les risques qu'il y a, et le fait que ce soit globalisé, hein, c'est vraiment les marchés américains sont les seuls à n'avoir pricé que dalle. Hein. Prenez tous les indices mondiaux, ici ils ont tous craché du capital, et Wall Street rien du tout, surtout le secteur tech. Donc il y a énormément de capital à cracher, et c'est surtout que pour moi, la partie de ce capital, elle est claire et nette. Vous enlevez les Amazon, hein, voilà, vous continuez d'enlever les Amazon, vous continuez d'enlever du Apple, vous avez compris, hein, c'est vraiment là que ça se passe. Pour moi, c'est surtout Apple qui maintient les valorisations. Apple, qui soit dit en passant, a un news flow carrément négatif. Hein. Tous les trucs qui arrivent maintenant, c'est pas bon pour Apple. Tout invite à penser que les ventes d'Apple vont baisser dans les prochaines années. Et on fait quoi? On price des profits mirobolants, paraboliques, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Attention à la structure de prix. Hein. Je suis franc, Apple, là, ce qui les attend, c'est un gros retour de volume qui sort d'un nulle part, que personne n'aura vu venir, et tout simplement, tous les imbéciles à coup d'ITF vont se faire chasser d'un coup. Hein. Je rappelle la comparaison qu'on a fait avec le marché ETF. On va le recharger et on terminera là-dessus. Et après, je prends vos questions. Voilà. Hop. Hein, vous voyez que ça commence à peine à sortir le volume des ETF. C'est-à-dire qu'on commence à peine à faire des plus bas. Hein, mais attention, hein, ce truc-là, j'ai dit, c'est quand ça va partir, ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que le volume sortant ETF, quand il va se faire la malle, il va nous tirer jusqu'à ces zones-là. Et ça fait loin, ça fait très 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 loin en termes d'ETF. Là, les mecs, ils sont ruinés, hein, ceux qui ont acheté là-haut. Je ne vous raconte pas le prix qu'ils ont payé leurs ETF. Et ici, quand plus personne en plus voudra les acheter, ça ne vaudra plus un copec. Et malheureusement, les mecs, ils seront là. Voilà. Hein, pour ceux qui ne se feront pas margin call avant, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, il y en a, le courtier va appeler pour dire écoutez, désolé, mais vous avez acheté des ETF avec levier et ils ne valent plus rien aujourd'hui. Votre épargne, elle est à zéro. Hein, voilà. Enfin, pas à zéro, mais en tout cas, toute la partie que vous avez mis avec ces ETF-là, elle n'existe plus. Voilà. Ces ETF sont plus liquides, plus personne ne les achète. Parce que si vous achetez un ETF bullish avec levier, hein, il y en a, hein, c'est-à-dire ETF levier 2, 3 sur le benchmark sur les techs, ceux qui achètent des ETF x4 sur les techs, ça veut dire que les moins 5% de l'autre jour, ça fait moins 20 sur le prix de l'ETF, et probablement plus, parce que vu que maintenant on sait que ça ne remontera pas, il y a de moins en moins de gens. L'ETF, c'est un produit qui s'achète et qui se vend, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc si personne n'achète l'ETF et que vous l'avez acheté au sommet, malheureusement, les prix tombent encore plus vite. Donc il y a bien le problème de la liquidité sur les marchés réels, mais il y a aussi un énorme problème de liquidité sur le marché ETF, qui fait que quand ça va tomber ce truc-là, aucun institutionnel ne rachètera vos ETF. Donc il faut bien être conscient que vous allez les vendre à un prix très bas, très bas, et c'est un véhicule assez dangereux. Voilà. Bref, ça c'est des choses que vous saviez, j'espère que vous n'êtes pas investi sur ces trucs-là, et encore moins sur des ETF avec levier. Allez, je prends vos questions et on se passe à autre chose. Hop. Alors, attention, ça sent une grosse crise, il y a un problème avec Tether, tout le monde est passé au BTC.
Peut-être, c'est peut-être, écoute, on va voir. Je ne sais pas, moi je cherche pas à comprendre. Ne soyez pas méchants, on s'en fout. Par contre, arrêtez d'essayer de comprendre. Je vous ai dit, on est sur des zones où, quoi qu'il arrive, la valeur s'est transférée vers des positionnements à plus ou moins long terme. Donc maintenant, on aura la réponse d'ici quelques mois. Soit effectivement, ces positionnements long terme bloquent la liquidité à la baisse et on va s'exprimer à la hausse dans un premier temps. Ou alors, tout simplement, ça ne vaut rien du tout et puis ça continuera de chuter, tout simplement. Non, je suis pas d'accord. Non, non. Ah, peut-être Bitfinex a cassé le précédent top. C'est possible, hein. Ça oui. Alors attention, on va vérifier cette information immédiatement. Donc, parce que moi, je prends des indices. Donc c'est vrai que quand je vois le BTC USD, je vais prendre Bitstamp qui me paraît toujours. Alors on devrait prendre Binance. Ok, je suis désolé, pour moi ça a cassé le top. Hein. Voilà, on va pas faire compliqué. Hein. Alors pas celui-là de top. Hein. Ah oui, c'est clair qu'on est très loin. Hein. Là, les 7005, ils n'ont pas du tout été atteints ici. Ok, d'accord. Alors, on va essayer de regarder un autre exchange. Mais dans tous les cas, si tu veux, hein, moi, ça me suffit. Déjà, ça invalide complètement le mouvement baissier précédent. Hein. Donc déjà, rien que ça, c'est plutôt pas mal. On va aller regarder Coinbase, peut-être. Ok, Coinbase, ça allait un peu plus haut. Coinbase a réussi à atteindre les 6008. On va voir, voilà, faites attention à ce que vous voyez. Bon, il est clair que là, pour le coup, Bitfinex a carrément impacté, hein, parce que quand je regarde cet indice-là, on voit l'impact Bitfinex. Alors, on va regarder BTC Bitfinex, par contre. Donc, ce qui serait pas bon signe hein, quand même, parce que BTC USD, si c'est Bitfinex qui lead, ouais, d'accord, effectivement, là, on a un truc complètement rocambolesque. Mais ce qui est assez surprenant quand même, c'est que, pour une raison que j'ignore, il va peut-être falloir que je revoie la pondération de Bitfinex là-dedans, hein, parce que voilà. Donc on va voir le truc. Moi je pense que dans tous les cas, effectivement ceux qui font joujou sur Bitfinex, vous savez ce que j'en pense. Hein. Moi je pense qu'il ne faut pas du tout trader sur cet exchange-là. Pour des raisons évidentes, voilà, ça c'en est une. Hein. Tous ceux qui étaient vendeurs avec des stops ici, vous vous êtes fait stopper, alors que c'est le seul marché à avoir fait ça. Hein. Les autres se sont arrêtés là. Là, on parle quand même d'une distorsion de prix de près de 10%. C'est assez inquiétant, hein, clairement. Ça, c'est très très inquiétant. On ne peut pas avoir 10% de variation sur des exchanges, même en conditions faiblement liquides. C'est quand même, on parle de 10% de la valorisation quand même d'un truc qui pèse plusieurs milliards. Donc, c'est un problème. Voilà. Là, il y a un vrai problème de pricing chez Bitfinex. Je pense que vous en avez c'est sous vos yeux. Voilà. Pour moi, Bitfinex, non, c'est un exchange un peu tricheur, quoi. Donc je ne m'amuserai certainement pas à aller investir chez eux, quoi qu'il arrive, beaucoup trop dangereux. Allez, on continue. Ok. Alors attends, il faudrait arrêter d'analyser les indicateurs crypto partagés sur le Discord. Par exemple pour Ethereum. Alors, car au moment où j'ai écrit le T204, il y a plus de 2% d'écart un jour à présent, en ce moment USD. Oui. Alors voilà, il y a le problème de l'USD Tether, oui, ça c'est clair. C'était prévisible, hein, et je m'attends toujours à une crise sur le Tether. Maintenant, attention, moi je pense que c'est une crise. On en discutait en fait l'autre jour, là, quand je suis parti à Malte pour la conférence, il y avait un mec qui s'y connaissait très bien en Tether, justement. Je trouvais ça très intéressant parce que j'ai changé un peu mon point de vue sur le Tether. Et effectivement, je sens qu'une crise sur le Tether va arriver, mais de façon évidente et inévitable en fait, et qu'on est peut-être qu'au début de cette crise. Maintenant, j'en suis arrivé après à la conclusion que cette crise serait probablement en fait une opportunité. C'est-à-dire une opportunité d'avoir des bitcoins à prix d'or, parce que les gens vont paniquer. Voilà. Moi, Tether, je l'ai toujours dit, je sens la couille. Maintenant, est-ce que la couille va être réellement durable? Je pense pas. Moi, je pense que ça va être un effet épidermique. Les gens vont s'emballer, vont dire ah mon Dieu, Tether c'est tout pourri. Ce qui fait qu'effectivement, si vous en aviez, vous serez dans la merde. Mais par contre, je pense que ce sera une opportunité, c'est-à-dire une crise vraiment de court terme qui peut aller déclencher des stops, un truc de ouf, nous faire baisser le Bitcoin à Dieu sait combien. Mais par contre, je pense que honnêtement, à un moment donné, si le Tether perd 30-40% de sa valeur, c'est par exemple un USDT pour un USD, c'est 0,60.
ce sera très intéressant. Je veux dire, dans ce cas-là, tu prends du Tether sans aucun problème, tu achètes des BTC avec, ça te fait des BTC 30 à 40% moins cher. Donc c'est à voir, hein, mais je pense que sur la partie USD, ça ne va pas être si impactant que ça. Sur la partie USDT, oui, ça va bouger, mais je pense que ce sera plus une opportunité. C'est-à-dire que ceux qui jouent avec des USDT, je pense que vous devriez ne pas en avoir. Par contre, ceux qui peuvent assez rapidement transférer du dollar en USDT, c'est-à-dire à bas prix, si en même temps, réfléchissez, si pour avoir un USDT, on ne vous demande plus que 0,50 $, ça veut dire que vous pouvez acheter 2 fois plus de Bitcoin avec de l'USDT qu'avec de l'USD. Donc après, c'est juste de savoir si vous avez confiance ou non en la pérennité du USDT. Moi, honnêtement, je pense que pour un transfert de valeur, il n'y a aucun problème, surtout si vous me proposez des soldes de 50%. Bon, moi, je ne le ferai pas parce que j'ai autre chose à foutre, et que ça risque d'être assez systémique comme crise, c'est-à-dire très rapide, très catalysé, et puis ça remontera aussi vite derrière, type flash crash. Mais je pense qu'il y a des mecs qui vont pouvoir faire de très belles opérations sur du Bitcoin avec une éventuelle crise sur l'USDT. Mais je pense que ça ira pas plus loin que ça. Voilà. C'est mon sentiment. Voilà. Donc l'USDT, je vous avais parlé d'une crise potentielle, d'où la raison de ne pas être investi dessus. Maintenant, cette crise, si elle arrive, je la vois plus comme une opportunité d'avoir des bitcoins vraiment discount, plus qu'une réelle crise, c'est-à-dire un truc à la BitConnect, quoi. Je ne pense pas que ce soit un Ponzi à type BitConnect. Par contre, la structure de prix est effectivement très dangereuse, très opaque, ce qui est une vulnérabilité sans précédent. Voilà. Et le risque que je vous ai dit, moi, ce que je vous ai dit, je ne sais pas ce qu'il y a derrière USDT, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un risque énorme qui n'est pas rémunéré. Donc, au choix de prendre un risque sans rémunération, je ne prends pas le risque. C'est ça que je veux dire. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être la possibilité que ce soit vu comme une opportunité carrément de trouver de la volate. Voilà, c'est plus en ce sens-là. Je ne sais pas si c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous me poserez des questions. Si le travail était ta seule source de revenus, est-ce que tu possèdes des actifs divers qui te rappellent ? Non, c'est ma seule source de revenus. Alors, quelle virilité, je ne sais pas ce que je vous ai dit. Alors, Phil, je sais que tu te fous du fondamental. Hein, je te jure que le chart Bitfinex a surpumpé. Oui, tu as tout à fait raison. Hein, effectivement, ce que je vois là, c'est très inquiétant du côté Bitfinex. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent sur cet exchange, pour le coup, là, moi, j'irais plutôt trader un autre exchange avant qu'il y ait un réel problème. Là encore, une grosse distorsion. Est-ce que ce risque, c'est-à-dire est-ce que le fait d'être chez Bitfinex vous rapporte quelque chose ? Non. Donc, pourquoi êtes-vous chez Bitfinex en sachant que pour moi, de telles distorsions, ça amène un risque sous-jacent énorme auquel personnellement je ne m'exposerai pas. Donc Bitfinex pour moi c'est un exchange sur lequel il ne faut pas être. Maintenant vous y êtes si vous voulez, si vous pensez qu'il n'y a pas de risque, c'est comme vous voulez, mais moi je vous inviterai à ne pas mettre tout votre capital sur des comptes de Bitfinex, parce que si ça merdouille un jour, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Oui, bien sûr, voilà. Tu exprimes très bien ce que je pense, John. C'est vraiment ça. Voilà, pour moi, ça réalimente les craintes sur le Tether. Ça impose de la prudence et je pense qu'il va y avoir une crise sur le Tether. Maintenant, est-ce que ça va réellement impacter la valorisation BTC ? Je pense que non. Au contraire, je pense que ça va être une opportunité volatile, mais une opportunité que les mecs vont acheter. Voilà. Je ne pense pas qu'on soit à l'aube d'un monde Gox, pour être honnête. Voilà. Même si Bitfinex tombe, honnêtement, on s'en branle. Moi, ça va juste enlever tous les spéculateurs du marché. C'est une super bonne nouvelle, en fait. Mais si pour ça, le BTC doit aller à 3000 $, putain, mais je m'en branle, voilà. Bitfinex, ça dégage, le Tether, ça dégage, on purge toutes ces merdes. Et derrière, il reste qui ? Il reste que les mecs qui ont fait des buy and hold. Dans tous les cas, il se passera quoi ? Si ce marché reste intéressant et qu'il y a toujours de la demande, ça finira par remonter, tout simplement parce que 80% de la capi sera maintenue par des gens qui ne revendent rien du tout. Hein. Donc je pense que ça peut remonter. Maintenant, attention, on a dit, c'est une phase qui sera volatile, et la volatilité, je pense qu'elle s'exprimera plus facilement à la hausse qu'à la baisse. Maintenant, attention, elle peut très bien s'exprimer à la baisse également, de manière disproportionnée par rapport à ce qui était anticipé. S'il y a un catalyseur, je l'ai dit, sous condition de catalyseur, ça peut aller plus bas.
Maintenant, je pense que sans ça, ça peut difficilement le faire. Et je pense que même si on va plus bas, ça restera épidermique. Et je vous rappelle encore une fois que dans mon exposition en termes de portefeuille, je n'ai mis que la moitié de ce que je comptais mettre en Bitcoin. C'est-à-dire que si ça va à 3 000 $, j'hésiterai pas à refoutre une bonne tartine. Hein, je remettrai 5 000 $ immédiatement pour racheter tout ça. Je ne traite pas l'USD chez HF parce que j'ai le portefeuille qui est très largement orienté sur le risque. Et ça, ce serait tout simplement mettre une nouvelle paire qui price le risque. Au bout d'un moment, ça suffit. Voilà, je pense que c'est pas nécessaire. Alors, tomberont ce mardi 16. Il faut anticiper la news. Je ne suis pas sur Netflix. On va en parler, mais Netflix, ça me semble pas intéressant. Moi, j'ai vraiment ça. Moi, j'ai Apple, Nvidia, Amazon, Boeing, General Electric. Les autres, j'ai plus. Voilà. Les autres, ça a suffisamment corrigé. Alors ouais, non, si Netflix, oh putain, ah ouais, non, ça c'est pas, ouais, il y a un bon potentiel baissier sur Netflix. Je pense clôture du gap là, hein, donc c'est-à-dire Netflix en fonction des résultats, moins 30 possible. Alors pas moins 30% sur les résultats, hein, mais je pense que Netflix ça va faire mal, ça va claquer. Peut-être pas nécessairement, mais peut-être pas nécessairement sur la news, c'est-à-dire qu'attention, hein, la news peut très bien faire un petit couac, rien du tout, et puis ça baissera dans les jours qui suivent. Mais je pense que pour moi, la dynamique Netflix, elle reste baissière. Maintenant, ici, qu'on soit bien d'accord, on est sur de la moyenne 200 jours, les boules adorent ce genre de truc. Moi, je ne serai pas vendeur de Netflix. Clairement, je ne serai pas vendeur de Netflix parce que ça peut très bien être la phase de retour de volatilité avant la phase verticale. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, ça peut très bien être, hop, ici je te fais un triangle, et après, hop, je te remets une grosse verticale. Ça ne me surprendrait pas. Voilà, disons que je ne serais pas extrêmement emballé par ce schéma-là. On va regarder dans le schéma d'avancement. Vous voyez, ici, il n'y a pas spécialement le retour volatile. Je pense qu'on y est sur la phase là, du retour volatile de Netflix. Donc je dirais Netflix peut-être pas mature encore pour éclater complètement la bubule. Presque Netflix, ça pourrait être un achat, quoi. Honnêtement, pour ceux qui jouent les bulles. Moi, je ne trade jamais une bulle parce que j'ai quand même un tant soit peu de principe dans la vie. Et pour moi, trader à une bulle, c'est juste affreux, quoi. Donc je ne le fais pas. Parce que ça représente tout ce que je déteste dans le marché, la bulle. Maintenant, ça fait partie du marché. Donc encore une fois, je ne lutte pas contre ça. Hein. Je ne suis pas là pour jouer le Robin des Bois du marché. On s'en fout. Je suis juste là pour prendre du pognon. Maintenant, la bulle, pour moi, c'est le summum de la bêtise humaine qui fait que derrière, il va y avoir de la souffrance. Ça amène une euphorie complètement stupide, une émotion complètement extrême qui n'a rien à faire dans les marchés. Mais encore une fois, elle est là. Et quand elle est là, vous ne luttez pas contre l'euphorie. Vous n'êtes pas là à jouer le rabat-joie, à dire non, non. Restez patiemment dans votre coin, vous attendez que la pattern atteigne ses limites. Quand elle atteint ses limites, vous cartouchez. Vous êtes là pour les remettre à la place. Mais attention, l'objectif, c'est de prendre un gain. C'est pas de prendre un risque complètement fou. Et attendre les structures de la pattern, c'est bien l'objectif. C'est de limiter le risque quand vous allez essayer de rentrer contre ce marché. Donc moi, j'aurais tendance à dire Netflix, attention. Je pense qu'il ne faut pas être vendeur de Netflix. Tout simplement, c'est trop risqué. Si vous avez des ventes là sur Netflix, aucun problème. Vous les mettez à break-even et voilà, si vous vous faites dégommer, c'est pas grave. Par contre, vous amusez à vendre le support avant une publication de résultats, alors qu'on pourrait être simplement sur la phase retour volatile, c'est-à-dire on ne cassera pas le support, on va juste remonter un bon coup ici, terminer le triangle et derrière, hop, nouvelle poussée haussière et Netflix 500 et des poussières hein, derrière, sans problème. J'aimerais pas avoir le compte du mec qui vend à 325 si les prix vont à 500. Hein. Voilà, ça va faire mal sur le compte. Hein. Ça, c'est dangereux si vous faites ça. Ça fait diviser par deux. Bref, bon, voilà, hein, ça c'était parenthèse refermée. Alors, ma part également, la chute est loin d'être finie. L'action INPX est très spéculatif, mais ça me semble intéressant sur le retour de volume. Alors, on va regarder INPX. Ok. Oh oui, il y a un beau volume. Mais alors là, pour le coup, on y voit tellement que dalle. Putain, c'est n'importe quoi. C'est quoi ces prix-là? Oh là là, bon, attends. Là, j'aime pas, mais on va mettre du log juste parce que sinon, j'y vois rien du tout. Ok, t'as un retour de volume. Ouais. Il y a eu des splits là. Ouais, split à 1 pour 30. Ok. Ouais, ça a splitté beaucoup. C'est pas. Alors,
Ah, mais après, on est en hebdo. Ok, d'accord. Non, non, j'allais dire, si ça split 3 fois en un an, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc voilà. Ok, ouais, ça me paraît pas inintéressant. Maintenant, c'est quelle zone géographique INPX? Ça vient d'où ça? Nasdaq. Ok, bah là typiquement voilà, tu es sur un value stock quoi. C'est un truc sur lequel tu vas jouer un retour à la moyenne, donc tu vois un truc qui va stabiliser et hop, voilà, c'est ça que tu veux jouer. Ça reste très 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 intéressant. Là attention, hein, non, on est en log, voilà, donc on fait pas du log. Je vous rappelle que le log c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi. Hein, donc on va se mettre en daily peut-être, voilà, c'est peut-être mieux. Ok, voilà, en daily là on voit mieux. Juste déplacer ça temporairement. Non, voilà, non, tu vois, pour moi, ça, c'est pas mature. C'est-à-dire que là, c'est déjà trop mature. C'est venu chercher la phase d'achat. Donc là, je pense qu'au contraire, là, pour moi, la structure ici, elle fait ça. C'est-à-dire, voilà. Ok. Donc là, ça veut dire que tu en as encore pour un moment hein, sur ce truc-là. Attends quelques mois avant d'acheter ça. Mais je pense qu'après, ça peut être intéressant, ce truc-là. Tu vois, un peu c'est les mêmes cycles que sur Bitcoin. Tu vois, c'est vraiment ce genre de truc, moi, que j'attends sur Bitcoin. Des hausses très rapides. Ça dump, ça pump, mais ça pump. Et en même temps, on construit petit à petit un sentiment de retour de tendance haussière. C'est vraiment exactement ça la psychologie que je recherche hein, sur Bitcoin. Donc là, on est un peu dans le même contexte. Hein, c'est une valeur qui s'est fait déchirer complet. Ça peut être intéressant, mais par contre, elle, je ne la prends pas avant au moins 1 à 2 mois. On va dire, si dans un mois, elle est toujours au-dessus de ses supports ici et qu'elle se remet à réattaquer des cassures de résistance, ça peut être intéressant. Voilà, vraiment, ça peut être très intéressant, je pense. Tu vois, à la limite, tu te mets un truc comme ça. Celle-là, tu vois, je vais me la garder au coin de l'œil. Je me dis, tu vois, tu mets une petite oblique comme ça, là. Ça me paraît pas stupide. Tu te mets ça, tu mets juste une alerte là-dessus. Et le jour où ça croise ça, crossing up, voilà. Hop. Le jour où ça croise ça, là, c'est pas inintéressant de se prendre peut-être un petit trade. Pour ceux qui ont des portefeuilles actions, hein, donc qui ont ça peut être pas inintéressant, comme je vous dis, pendant une phase de risque récessif, de se positionner sur des value stocks, où en fait vous allez pouvoir continuer à faire de la performance sur le portefeuille sans avoir recours à la vente à découvert, simplement en fait en prenant on va dire des bons choix stratégiques de positionnement de portefeuille et en achetant des valeurs qui ont complètement été survendues, qui, elles, malgré une phase de récession, attireront quand même des capitaux de refuge, en fait. Voilà, c'est un autre positionnement. Ce ne sera pas des positionnements long terme, ce sont des positionnements refuges qui seront ressortis derrière dès que de nouvelles perspectives de croissance pourront revenir dans le marché. Alors, en fait, ce mec, rien, il ne parle jamais des événements à côté. Mais on s'en fout des événements à côté des charts. Encore une fois, ce qui est important, c'est de voir où les prix arrivent à aller. Les catalyseurs, c'est important de comprendre quand il y a un mouvement qui, pour moi, sort d'un cadre technique. Pour moi, on n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, ça fait partie du cadre de ce que je recherche. Maintenant, les catalyseurs permettent d'accentuer et de déclencher les mouvements, mais au sein d'un cadre. Pour moi, tant qu'on ne sort pas du cadre, l'événement, je m'en branle, mais complètement. Ce qui se passe là, ça fait partie de ce que je recherchais, donc l'événement, je m'en branle. Ce qui a déclenché ça, je m'en fous. Je vois les prix évoluer dans le sens de ce que je voulais, tout va bien. Si ça repart dans l'autre sens, c'est là où j'essaierai de regarder quel type de catalyseur pousse ces mouvements hors de mon cadre technique. D'accord ? C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, quand on dit ça, quand je dis je regarde que les graphiques, oui, je ne regarde que les graphiques parce que généralement, ce qui m'intéresse, c'est ce que font les prix. Voilà. Alors, que tu vises en vague 1 les niveaux de juillet sur l'Ether. Ce ancien nous a donné une technique pour mesurer les TP1 des gens après un crack, c'était un certain pourcentage. Oui, alors c'est tout simplement. Alors, j'ai dit le maximum. Je vais reprendre parce qu'il faut bien faire attention aux mots qui sont utilisés. Ce que j'ai dit, c'est les gens qui ont acheté dans le bottom. En général, moi, je prends le prix le plus bas. Donc 168, je le multiplie par 4. D'accord ? C'est-à-dire que tu prends 170, tu le multiplies par 4, ça te fait un prix à peu près par là. Voilà. Pardon, un peu plus. Voilà. Ça te fait un prix par là. Ce qui veut dire que si tu multiplies par 4 la valorisation du prix le plus bas touché, en général, les prises de profit vont se déclencher là, quoi qu'il arrive. D'accord ? C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas aller plus haut que ça, parce qu'ici, il y aura des prises de profit. Donc ici, même chose, moi, c'est là en fait où je limite le marché. Je vous ai dit, je donne un cadre au marché. Je ne sais pas.
si on va aller par là, je ne sais même pas comment on va y aller pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que si on arrive là, c'est prise de profit pour ma part obligatoire. Je sécuriserai des gains. Je n'ai pas dit que j'allais sortir tout le trade, mais ici, je prends au moins 50% du trade. C'est clair. J'encaisse mes gains. Voilà, j'encaisse mes gains et après, je laisse le marché digérer la news pendant un moment. C'est ça le truc, ok? Enfin, la news, pas la news. Je laisse le marché digérer cette phase de hausse pendant un bon moment. Okay, mais c'est vraiment important. Et c'est un ratio, en fait, c'est 4 fois le prix le plus bas. Quand tu arrives à 4 fois le prix le plus bas, tu sais que les mecs qui ont acheté à bas prix, ils ont déjà quasiment fait x3 sur le compte. Et à ce stade-là, ils commencent déjà à encaisser une partie des bénéfices. Voilà. Et derrière, ils encaissent pour racheter. Hein. Je vous dis, ils gèrent leur risque dans la structure de hausse. Il y a ceux qui font buy and hold fuck off, c'est-à-dire ceux qui ne tradent pas, ceux qui, comme vous, certains d'entre vous ont des jobs et compagnie et ne sont pas trop devant les écrans. Bon, vous n'êtes pas nombreux dans ces cas-là à ne pas être trop devant les écrans, parce que la plupart, vous êtes encore passionnés et un peu obsessifs. Mais voilà. Ceux qui, par exemple, font vraiment un investissement de long terme Bitcoin, vous en achetez, vous ne les touchez plus pendant 2 ans. Ce qui fait que vous n'allez pas gérer votre risque hausse-baisse. C'est juste dans 2 ans, vous revenez voir où on en est. Si Bitcoin il a cassé des résistances, c'est bon. Si Bitcoin n'a pas cassé des résistances, c'est pas bon. Voilà. En gros, c'est une stratégie comme ça. Vraiment, buy and hold, c'est comme ça qu'il faut le voir. Moi, en tout cas, les achats de mon portefeuille buy and hold, je ne les gère pas. Je ne ferai pas de gestion du risque. Je l'ai dit. Moi, c'est j'ai pris des trades spéculatifs Ether. C'est ces trades spéculatifs que je vais sortir intégralement ici, laisser retomber et racheter. La partie buy and hold, je la garde. Pour moi, elle a pour objectif 2 vagues de hausse. C'est-à-dire là, on va construire la première, je la sortirai, je commencerai à prendre des profits sur les buy and hold que dans la deuxième vague de hausse, qui pour moi devrait nous tirer plutôt vers des 900 sur les parties Ether et on va dire les 9000, les 15 000, 16 000 allez, on va dire 12, 15 000 sur la partie Bitcoin. C'est là où je commencerai à prendre des premiers profits sur les parties buy and hold. Mais buy and hold, pour moi, c'est vraiment pas... Je ne vais pas m'amuser à prendre des profits une fois qu'on a monté un peu sur les valeurs. Hein. Vraiment pas. Alors, un coup de massue sur les boules. Alors, tu parles de quoi, mon cher Rigovry? Ubisoft et Nvidia, faut renforcer 4 à la vente. Alors, Nvidia, moi, j'ai repris. Hein. Ubisoft, je tiens toujours, mais je renforce pas ces positions-là. Hein, il faut vraiment attendre une reprise du sentiment épidermique. Je pense qu'on peut très bien passer une semaine encore à digérer sur le Nasdaq. Ça m'étonnerait vu qu'il y a la Fed quand même ce mercredi. Donc on va voir, hein, mais moi je m'attends clairement à ce qu'on ait une reprise de volatilité sur les techs. Pour moi, le marché est tellement tendu que ça peut se produire à n'importe quel moment. Mais ça peut aussi prendre un moment, ça peut aussi durer. C'est-à-dire que le problème, c'est que le marché peut attendre un catalyseur pour baisser une nouvelle fois, ou tout simplement dire bon c'est bon, hein, fuck, y a plein d'ETF à aller virer, allons-y gaiement, avec ou sans raison de le faire, quoi. Voilà. Ça c'est bon, vous avez répondu. Et la chute des cryptos est loin d'être terminée. Arrêtez avec vos certitudes. Hein, c'est aussi simple que ça. Celui qui a des certitudes en trading, c'est celui qui aura le plus souvent tort. Donc pas de certitude, mais une gestion du risque. On pense que quelque chose va se produire, on spécule en ce sens. Si on a tort, on s'en va. Si on a raison, on renforce petit à petit et on augmente son exposition à ce marché. Et quand évidemment le scénario se réalise, on n'oublie surtout pas la case prise de profit. Ce sont les 2 plus grosses erreurs de débutants. Et là, ce qui fait la différence entre un trader professionnel et un trader particulier débutant, c'est ça. D'accord ? Le fait que le particulier, il va être dans la certitude, il va trader avec conviction ces scénarios dès le début, c'est-à-dire que c'est des scénarios spéculatifs, mais il va faire quoi le particulier ? Il va avoir confiance en son scénario, donc il va mettre du pognon, chose que ne fait absolument jamais un professionnel. Un professionnel, il teste les réactions du marché, il spécule, et quand ça marche, il commence à mettre de l'argent. Un particulier, il y va d'entrée de jeu direct, levier, parce qu'il a confiance, parce qu'il pense qu'il a fait une bonne analyse, que c'est voilà. Ça tient du pari quand vous faites ça, et c'est d'une stupidité affligeante. La deuxième erreur que les gens commettent, c'est tout simplement quand ça s'est produit. Le particulier, il fait quoi ? Il pense que ça va aller plus loin. Hein, regardez BTC, si vous vous étiez mis à l'époque de dire allez j'achète 12 000 et je vise 20 000, on est arrivé à 20 000, vous avez probablement fait quoi ? Vous avez dit du coup 25, 20, 22, 23 000. Donc vous commencez à réaugmenter les targets et à vous dire on arrive sur mon objectif, mais je pense que ça peut aller plus loin. Putain mais merde, non, quand on arrive sur l'objectif, t'encaisses et point barre. Si tu penses que ça peut aller plus loin, tu gardes un petit reliquat dans le sens de ta tendance, tu gardes un petit 25% de la position qui file au cas où.
Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus toujours tout prendre en profit quand il y a une perspective d'aller un peu plus loin. Mais putain, quand vos objectifs ils sont atteints, il faut se barrer, nom de Dieu. C'était votre plan. Un plan est un plan. Et il faut le respecter, autant sur les phases spéculatives et renforts, autant sur les phases prise de profit. Ça nécessite un respect de la règle, un respect de la stratégie. Voilà. Et ça, c'est deux erreurs que vous commettez assez souvent. Mais encore une fois, je ne vous jette pas la pierre. Je suis passé par là aussi. J'ai fait la même connerie que vous pendant des mois et des mois, oui, voire des années. Mais faites vraiment attention, voilà. Un scénario, c'est quelque chose qu'on applique. Ça s'apprend à la maîtrise des scénarios, s'apprend avec l'expérience. Et bien évidemment, voilà, ne vous blâmez pas si vous commettez ces erreurs. C'est normal, tout le monde passe par là. Par contre, ceux qui survivent après et qui apprennent à outrepasser ces erreurs sont ceux qui deviennent pas à pas un peu plus professionnels dans le milieu du trading. Allez, sur ce, je vous laisse 1 heure de vidéo, donc je vais gentiment aller me diriger vers le repas. Et je vous dis donc bonne journée à toutes et à tous et à demain.